Sa position indique qu'il est prêt à naître. Sa tête est en bas, dans le bassin de sa mère. L'accouchement commence par la période de travail. Elle se caractérise par des contractions involontaires du muscle de la paroi de l'utérus, le myomètre. Au début, les contractions se produisent toutes les 10 minutes environ. Elles sont assez courtes. Puis leur fréquence et leur durée augmentent progressivement. Le fœtus est poussé du fond de l'utérus vers le col de l'utérus. Sa tête appuie sur le col. Il se produit alors ce que l'on appelle l'effacement du col de l'utérus. La tête du fœtus avance encore un peu et c'est la dilatation du col de l'utérus. Son diamètre d'ouverture est alors d'environ 10 cm. C'est généralement à ce moment que se produit la rupture de la poche des os. Le liquide amniotique s'écoule. La période de travail est terminée. Elle peut durer en moyenne 7 ou 8 heures pour un premier accouchement. L'étape suivante est l'expulsion du fœtus. Elle est beaucoup plus rapide, environ 30 minutes. Les contractions ont lieu maintenant toutes les 2 minutes. Elles ont une durée d'1 minute et sont très intenses. La mère doit cependant aider le fœtus à avancer en contractant volontairement ses muscles abdominaux. La tête du fœtus avance dans le vagin tout en effectuant une rotation. Elle commence à sortir en se redressant vers le haut. Puis, la sage-femme ou le médecin saisit le bébé par la tête et la tourne afin de faciliter le passage de la première épaule, puis de la deuxième, et enfin de tout son corps. C'est la naissance. Permettant de se déplacer dans la filière génitale. Pendant le travail, l'utérus se contracte à intervalles réguliers, entraînant la dilatation de l'ouverture de l'utérus, le col. Ces contractions sont couramment appelées les douleurs du travail. Lorsque les contractions amènent le col à se dilater à 10 cm, l'ouverture est suffisamment large pour que le bébé puisse passer de l'utérus dans le vagin. Le vagin est un tube musculaire pouvant se dilater pour accueillir la tête et les épaules du bébé. Les contractions utérines se poursuivent jusqu'à ce que le bébé et le placenta soient délivrés. La virginité étant, je cite, une des qualités essentielles requises par l'époux en question. Dans le magazine, bien sûr, nous n'allons pas discuter cette décision de justice, mais uniquement donner un éclaircissement sur ce qui symbolise, du point de vue anatomique, la virginité, c'est l'hymen, mais également on va parler de sa reconstruction. On va commencer par se repérer un peu dans l'anatomie humaine. Voici un sexe. Ah, c'est pas la bonne image, Marina. Si? Non, c'est pas la bonne image. Non, pas du tout. Vous pouvez bien mettre la bonne image? Voilà, c'est ça. Merci. Déjà, vous pouvez dire d'où ça vient, le mot hymen? Hymen, ça vient de humen, en grec, qui signifie membrane. Voilà, on va le comprendre, effectivement. Donc voici un sexe féminin vu de face. Ici, il y a les grandes lèvres, la petite lèvre, ici le clitoris, là l'urètre, par là où on urine, et ici la membrane qui s'appelle l'hymen. Ici, elle a un trou un peu important, on l'a symbolisé bien assez large pour bien qu'on comprenne. Cette membrane, elle est tout ici, mais selon les femmes, ça peut être très différent. Il y a même certaines femmes qui naissent sans hymen du tout, d'autres avec des hymen qui peuvent obturer complètement, hein, voilà, qui au contraire sont complètement fermés. C'est très variable d'une femme à l'autre. Et la forme également de l'hymen peut varier d'une jeune fille à l'autre. Ça peut être réduit à une petite collerette fendue. Vous allez voir ici des différences anatomiques. Ici, voilà. À gauche, vous avez un hymen assez classique, même s'il est un petit peu élargi pour qu'on comprenne bien. Et à droite, un hymen criblé de petits trous qu'on appelle un hymen cribriforme. Alors habituellement, l'hymen se rompt lors du premier rapport sexuel. On va reprendre ici un hymen intact à gauche, un hymen qui se rompt à droite. Vous voyez qu'on a derrière l'hymen rompu, on va donc distinguer l'entrée du vagin. En général, il se déchire en 2 parties ou plus. La déchirure peut s'accompagner d'un léger saignement qui s'arrête spontanément et c'est ce qui signe dans l'esprit populaire la perte de la virginité. Mais contrairement aux idées reçues, toutes les femmes ne saignent pas forcément lors du premier rapport sexuel. 40% des jeunes femmes disent n'avoir jamais saigné. Oui, certains hymens sont moins vascularisés que d'autres et bien que cette membrane soit mince, elle est élastique et ne se rompt pas systématiquement. Il existe des hymens dits complaisants qui sont plus souples,
plus large et qui ne cède pas sous la pression du pénis. Dans le cas où il y a réellement une déchirure de l'hymen, il est possible de recourir à une reconstruction. C'est ce que l'on appelle une hyménoplastie. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'amelota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Suivirent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule étant assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. »
qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Je leur ferai connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.